La semaine dernière a été l'occasion d'une grande annonce puisque on nous a annoncé que pour la première fois on avait pu mesurer des ondes gravitationnelles. Et ça a amené à beaucoup de questions. Alors je vous ai demandé de me poser les questions par Facebook et Twitter. Et j'ai récolté vos questions, je les ai un petit peu reformulées et je les pose à Astrid Lambert via Skype, qui est une astrophysicienne que vous avez déjà vue dans une vidéo précédente. Et elle va répondre à toutes vos questions selon certaines catégories. La première catégorie, ça va être ce que c'est ces ondes gravitationnelles, quelles sont les origines, quelle est la technologie qu'on a utilisée pour les détecter, quelles sont les implications, qu'est-ce qui va se produire après, l'après-découverte, et toutes les questions qui n'ont certainement pas été posées en conférence de presse, qu'on va appeler les questions un petit peu what the fuck. Toutes ces catégories-là, vous pouvez les cliquer si jamais il y a une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, et dans la description aussi, vous allez avoir des liens cliquables pour aller plus vite à une question ou à une autre. Et avant de commencer, on va faire une petite mise en contexte. Il y a 1,3 milliard d'années, il y avait deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre, puis qui ont fini par fusionner. En fusionnant, ils ont émis une onde gravitationnelle qui s'est déplacée et qu'on a pu capter grâce à nos capteurs qui se trouvent aux États-Unis, qui sont des interféromètres. Ces ondes gravitationnelles, on sait qu'elles existent depuis Einstein, qui les avait théorisées, mais on ne les avait jamais directement observées. Donc ça, c'est la preuve de l'existence de ces ondes gravitationnelles dont on va parler aujourd'hui avec Astrid. Bonjour à tous, je suis Astrid Lambert, je suis docteur en astrophysique et je travaille essentiellement sur les objets compacts, donc naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs, et leur émission à haute énergie en rayon X ou en rayon gamma. Donc je ne travaille pas directement sur les ondes gravitationnelles, mais je travaille sur les objets qui vont en émettre beaucoup et qu'on va pouvoir détecter majoritairement. Et j'ai de nombreux collègues qui travaillent sur les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Première chose, qu'est-ce que c'est une onde gravitationnelle ? Donc une onde gravitationnelle, c'est la propagation d'une déformation de la courbure de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, c'est la description de l'espace dans lequel on vit. Et concrètement, une onde gravitationnelle, c'est la déformation de cet espace. Donc ça va se manifester par une manifestation de la différence de la distance entre deux objets. Ok, et donc ça c'est... Il n'y a pas de déplacement de particules en jeu. C'est une question dont la réponse n'est pas connue en fait à ce jour. Il est possible qu'il y ait une particule associée au déplacement de l'onde, comme le photon est associé au déplacement d'une onde électromagnétique. La particule associée, dans le cas de l'onde gravitationnelle, ce serait le graviton. Mais il n'a pas été découvert, les connaissances théoriques sont assez limitées. Donc, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas une certitude. Donc, ce qui se déplace, c'est juste la courbure de l'espace-temps. Ok. Et c'est quoi l'unité de mesure des ondes gravitationnelles alors ? Alors, il n'y a pas d'unité de mesure à proprement parler, parce que ce qu'on mesure, c'est le changement relatif de la distance entre deux points. Donc, si vous voulez, on mesure un pourcentage, un rapport, donc il n'y a pas d'unité. J'ai cherché le terme en français, il n'y a aucun mot pour désigner ce déplacement. En anglais, on l'appelle strain, mais en français, je n'ai pas trouvé de nom. Ok. J'ai cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé. Donc, l'unité, c'est ce qu'on mesure, c'est vraiment le changement relatif de la distance entre deux objets. Ok. On a parlé d'une distorsion de l'espace-temps pour ce que c'est une onde gravitationnelle. Et la question, c'est est-ce que la constante de gravitation est affectée aussi par ça ? Non. Ok. Et donc, souvent, on utilise l'analogie d'un drap pour représenter l'espace-temps. On met des gros objets massifs sur le drap, et puis on imagine sa courbe. Et puis donc là, c'est pour ça que les choses sont attirées les unes vers les autres. Est-ce que c'est une bonne analogie de se représenter une grosse masse sur un matelas, quoi ? C'est une très bonne analogie. Effectivement, c'est très bien vu d'avoir la grosse masse au milieu et d'avoir les masses plus petites qui tournent autour. Après, peut-être la limite là-dedans, j'imagine si on a un tissu tendu avec un objet massif au milieu et qu'il y a une émission d'ondes gravitationnelles, j'imagine que sur le tissu, on peut moins bien voir les petites oscillations et qu'on peut moins bien visualiser. Il faut plus se visualiser l'onde gravitationnelle comme les ondes qu'on voit quand on a jeté un caillou dans l'eau.
Ok. Mais la visualisation de l'espace-temps comme un tissu élastique sur lequel on pose des masses, oui, c'est tout à fait ça. Si une onde gravitationnelle est une déformation de l'espace-temps, comment est-ce qu'on peut se le représenter? Est-ce qu'on imagine qu'on serait aplati, étiré au passage de l'onde et en même temps accéléré et ralenti? Alors, si une onde passe à travers nous, on va, donc rappelez-vous, l'onde change la distance entre deux objets. Donc, on va effectivement être étiré dans une direction et aplati dans l'autre, mais on va pas être accéléré, on va juste être étiré et aplati successivement. Donc, on va être étiré comme ça, et puis compressé dans l'autre direction, et puis après, ça va être dans l'autre direction, on va être aminci et allongé, comme ça. Mais c'est tellement faible que on va pas avoir peur. Ok, parfait. Donc tu as parlé de jeter un caillou dans l'eau, et puis c'est ça, et on voit les ondes après. Mais là, on voit bien que l'onde, elle se propage dans un milieu qui existe, qui est tangible, qui est l'eau. Donc dans quoi est-ce que l'onde gravitationnelle, elle se propage? Donc l'onde gravitationnelle ne se propage pas particulièrement dans un milieu. Enfin, en réalité, elle va se propager dans l'espace intergalactique, mais qui est essentiellement du vide. Mais c'est pas, il faut pas se l'imaginer comme une propagation de quelque chose dans un milieu. C'est vraiment le milieu lui-même qui se déforme. Et c'est cette déformation-là qui se propage. Parce que c'est l'espace-temps qui est le milieu dans lequel on est tous, qui est déformé, c'est cette déformation qui se propage. Donc c'est un peu différent d'une onde acoustique, par exemple, où vous avez le déplacement des molécules d'air. Ok. Donc ce type d'onde, est-ce que c'est un nouveau type d'onde? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait exprimer la différence entre une onde du type onde sonore ou du type onde électromagnétique? Ce serait quoi la différence? Donc c'est une onde différente, c'est clairement différent des ondes sonores, dans le sens où il n'y a pas besoin d'un support physique, enfin ça peut être dans le vide, ça peut se propager dans le vide, tout comme les ondes électromagnétiques. Après, on ne sait pas encore s'il y a une particule associée au déplacement de l'onde. Donc pour la lumière, on sait qu'il y a des photons qui se déplacent. Pour les ondes électromagnétiques, pour les ondes gravitationnelles, on ne le sait pas encore. Donc je suis incapable de te dire si c'est le même, s'il y a un socle théorique commun pour décrire les ondes lumineuses et les ondes gravitationnelles. Il y a des gens qui le cherchent, mais il n'a pas encore été trouvé. Donc à l'heure actuelle, c'est deux choses différentes, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait une théorie physique qui explique l'ensemble. Ok. Et donc, est-ce que ça veut dire que ces ondes-là, on peut leur attribuer une fréquence et une amplitude? Est-ce qu'elles se déplacent à une certaine vitesse qui est connue, ce genre de choses? Alors, elles se déplacent à la vitesse de la lumière. Mhm. Elles ont donc l'amplitude qu'on mesure, c'est ce qu'on a vu sur les images de LIGO, où on voit justement les oscillations croître en fonction du temps. Donc justement, l'amplitude qu'on mesure, c'est le déplacement relatif du trajet optique de la lumière dans la cavité de LIGO. Donc ça, c'est relié à l'amplitude du signal, donc ça on mesure, et elles ont des fréquences. Donc LIGO est sensible aux fréquences qui sont un peu plus petites, qui vont d'une fraction du hertz à quelques kilohertz, mais en fait elles sont présentes dans une gamme de fréquences beaucoup plus large. C'est comme les ondes électromagnétiques, les fréquences optiques sont limitées, mais en fait on peut observer de la radio au rayon gamma. En fait les ondes gravitationnelles sont disponibles sur une très grande large gamme de fréquences. Et donc LIGO observe une partie, mais en fait, il y a beaucoup d'autres manips qui sont en cours pour mesurer sur d'autres gammes de fréquences et avoir des informations très différentes. Ah, ok. Intéressant. Ouais. Oui. Alors, on va y revenir à la façon dont LIGO fonctionne, mais avant, on va rester un petit peu plus sur ce que c'est les ondes. Donc, j'avais aussi une question sur quel type d'énergie dégagent les ondes gravitationnelles. Les ondes correspondent à un transport d'énergie. Et donc, lors de la coalescence de deux trous noirs, la masse finale du trou noir est plus petite que la somme des deux masses initiales. Ah bon? Et la différence de masse, c'est... Oui. Ah, ok. Oui, lors de l'événement qui a été observé par LIGO, en tout, il y a une perte de 3 masses solaires. Et ces 3 masses solaires, donc par le principe d'équivalence masse et énergie, donc le fameux E égale mc carré, qu'on sait à quelle quantité d'énergie a été libérée.
Donc c'est une quantité d'énergie énorme. Et c'est cette énergie-là qui est libérée sous forme d'ondes gravitationnelles. Ah, ok. Ok, intéressant. Oui, c'est ça. Et en fait, on a observé dans cet événement l'événement le plus énergétique de l'univers observé jusqu'à présent en dehors du Big Bang. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut perturber les ondes gravitationnelles et est-ce qu'elles peuvent ricocher sur quelque chose? Alors, j'avais posé cette question à des collègues il y a quelques années de ça parce que je me demandais, ok, on voit une coalescence de trous noirs quelque part et l'onde se propage vers nous, elle va forcément rencontrer d'autres étoiles, des galaxies, tout ça au passage, et ça devrait affecter. Et donc, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que c'est une déformation de l'espace-temps, et l'espace-temps n'est sérieusement déformé qu'au voisinage de masses d'une. Il faut des masses importantes, mais en plus des masses, si possible, concentrées dans un tout petit rayon. Et en fait, globalement, elles ne sont pas affectées par la propagation de l'univers, elles traversent comme si de rien n'était. Ok. Donc elles ne sont pas affectées par ce qu'il y a entre nous et le signal. Et alors, pendant la conférence de presse où ils ont annoncé les mesures, ils ont aussi diffusé un bruit. Le bruit des ondes qui ont été récupérées. Alors, c'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est une conversion de l'onde dans quelque chose que nous, on peut entendre? Est-ce que c'est réellement le bruit que ça a fait quand les trous noirs sont rentrés en coalescence, comme tu l'as dit? Ou qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors donc ce bruit, c'est la transcription de l'évolution de la fréquence de l'onde gravitationnelle observée en fonction du temps. Et en fait, vu que LIGO détecte des ondes avec des fréquences typiques du Hertz au kilohertz, c'est typiquement ce que notre oreille entend. Donc ce que les chercheurs ont fait, ils ont juste transcrit l'amplitude et la fréquence en fonction du temps dans un signal acoustique. Et c'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'en anglais on appelle le chirp, parce que c'est un bruit qui part d'une fréquence assez basse et qui ensuite monte aux hautes fréquences. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans certaines images de LIGO. Il y a une image avec un diagramme en couleur. Le fond est bleu et puis on voit bien la montée de la fréquence en fonction du temps. Et c'est exactement ça. Et on peut le transférer en une onde acoustique, et c'est exactement le bruit que ça fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment, on écoute l'univers plus qu'on le regarde, c'est un nouveau sens qu'on développe. Et d'ailleurs, il avait été proposé, par exemple, pour des projets de vulgarisation, même des projets pour chercher des ondes, il avait été proposé d'écouter. Parce que quand on écoute si on écoute en direct LIGO, donc on a un bruit de fond, et puis d'un coup on a et c'est tout à fait ça ce qu'on entend. Donc ça avait été proposé comme méthode, on va dire pas de recherche parce que c'est pas assez fin, mais pour faire comprendre au grand public, c'est tout à fait ça. Ouais. Sinon on peut traduire en onde acoustique. Ah, c'est rigolo. Ok, parfait. Donc là, on a fini la première partie de c'est quoi les ondes. Donc on va passer à la seconde partie sur les origines des ondes. Question suivante. Est-ce que leur origine est forcément due à deux trous noirs supermassifs qui rentrent en collision? Et est-ce que la durée du son qui a été publié signifie que les trous noirs ont fusionné en une fraction de seconde? Alors, l'origine des ondes gravitationnelles, c'est vraiment n'importe quelle perturbation forte de l'espace-temps. Donc, une possibilité, c'est la fusion de trous noirs. Mais il existe différents types de trous noirs. Il y a des trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies et qui sont typiquement entre 1 million et 1 milliard de fois la masse du Soleil. Et il y a des trous noirs qu'on appelle stellaires, qui sont typiquement quelques fois la masse du Soleil et qui sont issus d'étoiles effondrées. Okay. Et donc, ce qu'on a observé là, c'est pas la fusion de deux trous noirs supermassifs, mais c'est la fusion de deux trous noirs que je qualifierais de stellaires. Même si la masse en fait qu'on a observée, c'est 2 fois 30 masses solaires, en gros, c'est beaucoup plus grand que ce que nos théories astrophysiques prédisaient. Et donc, je ne sais pas si ça se qualifie encore de trou noir de masse stellaire, enfin, si ça se qualifie encore de trou noir de masse stellaire, mais c'est bien au-delà de ce qu'on attendait, en fait. Okay. Donc, les ondes gravitationnelles sont donc émises par différents types d'objets.
Et justement, ces différents objets vont typiquement émettre à des fréquences différentes. C'est pour ça que LIGO est là, mais qu'il va y avoir aussi d'autres détecteurs pour détecter d'autres types d'ondes. Donc LIGO est spécialisé pour la détection de binaires d'étoiles à neutrons ou de binaires de trous noirs, qui sont plus ou moins dans la même gamme de fréquences. Mais il y a des expériences de chronométrie des pulsars qui vont détecter des fréquences beaucoup plus basses, typiquement le nanohertz, et qui, elles, vont chercher à détecter la coalescence des trous noirs supermassifs, qui sont des choses très différentes et qui émettent très différemment. Et enfin, il y a aussi les ondes gravitationnelles, on va dire, primordiales, qui seraient issues d'une phase juste après le Big Bang, qui sont émises à des fréquences encore différentes et qui sont détectées, qu'on observe par des méthodes encore différentes et qui n'ont pas été détectées encore. Donc, ce qu'on a observé, c'est donc la coalescence de deux trous noirs qu'on va qualifier de stellaires. Et la coalescence se fait en plusieurs étapes. Pendant un long moment, en fait, les deux trous noirs sont là et ils vont juste être en orbite autour de leur centre de masse commun. Et petit à petit, ils vont se rapprocher. Donc cette phase-là n'émet que peu d'ondes gravitationnelles et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, l'amplitude de l'émission va augmenter. Et à un moment, pendant cette phase qu'on appelle la phase spiralante, on va commencer à détecter les ondes gravitationnelles. Donc c'est à la toute fin de cette phase spiralante qu'on a commencé à détecter le signal de LIGO. Ensuite, ils vont véritablement fusionner. Donc ça, c'est le pic du signal qu'on a dans ce que tu observes. Et ensuite, en fait, le trou noir qui est formé, il est dans une sorte d'état, on va dire, excité, il n'est pas stable, donc il y a une phase de relaxation dans laquelle il y a encore un petit peu d'émission d'ondes gravitationnelles. Et ensuite, ça s'arrête. Donc, on observe une phase d'émission d'ondes gravitationnelles, mais en fait, l'émission a commencé bien avant. Et donc, j'imagine que si on observait des trous noirs plus proches, on pourrait mieux les observer parce qu'ils émettraient, on détecterait mieux leur signal. Mais la phase elle-même de fusion, par contre, oui, c'est la fraction de seconde. C'est vrai, c'est véritablement une fraction de seconde. Ok. Donc là, on parle de deux objets qui bougent ensemble pour former une onde gravitationnelle. Puis donc, je comprends bien qu'au moment de la fusion, c'est là que c'est le plus fort. Mais est-ce que si on avait le déplacement d'un objet très lourd tout seul, on aurait aussi une onde gravitationnelle? Alors, pour qu'il y ait formation d'onde gravitationnelle, il faut que l'objet, le système qu'on regarde, ait un moment quadrupolaire. Pour essayer de savoir si votre objet a un moment quadrupolaire, votre objet ou votre système. Ici, le système, c'est les deux trous noirs. Donc, imaginez que vous les regardez et qu'ils soient éclairés par une lampe derrière et vous regardez leur ombre. Et ensuite, faites évoluer votre objet et si la silhouette de l'ombre ne change pas, ça veut dire que votre objet n'a pas de moment quadrupolaire, il n'émettra pas d'onde gravitationnelle. Mais par contre, si la silhouette change au cours du temps, parce que si vous avez deux trous noirs, vous les regardez comme ça, ensuite ils tournent, vous les regardez comme ça, la silhouette a changé. Là, vous aviez deux boules là, et maintenant, vous n'en avez plus qu'une. Donc, si la silhouette change au cours du temps, ça veut dire qu'il y a un moment quadrupolaire et que l'objet peut potentiellement émettre des ondes gravitationnelles. Donc, un objet tout seul, s'il est sphérique, n'émet pas d'ondes gravitationnelles. Par contre, s'il n'est pas sphérique, il peut en émettre. Donc, on cherche aussi à détecter des étoiles à neutrons seules, parce qu'on peut supposer, dans certains cas, qu'elles ne soient pas complètement symétriques. Et donc, on pourrait le détecter avec des ondes gravitationnelles. Si vous avez une orange avec une bosse, vous allez voir apparaître et disparaître la bosse. Et c'est la même chose avec l'émission des ondes gravitationnelles par une étoile à neutrons seule. On espère aussi détecter certaines explosions d'étoiles massives, donc les supernovas, et on pourrait les détecter si l'explosion est asymétrique, ce qui est a priori supposé par les modèles. Mais si c'est une explosion bien symétrique comme ça, on ne verra pas. Ah, c'est super intéressant, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. Voilà. Et donc si moi, parce que moi je suis pas sphérique, mais si j'étais très 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 lourde et que je me mettais à sauter ou juste me déplacer, donc je serais techniquement capable de produire une onde gravitationnelle. Oui. Ok. Oui, tant que tu n'es pas sphérique, c'est bon.
que si tu étais tellement lourde pour provoquer la création d'ondes gravitationnelles, tu serais certainement sphérique sous l'effet de ta propre masse. C'est une très belle conclusion. Ok, donc je passe à la question suivante. Oui. Est-ce que les ondes ressemblent à d'autres types de phénomènes spatiaux observés jusqu'ici? Non. Ok. Est-ce que la Terre reçoit souvent ce genre d'ondes? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on en a mesuré qu'une seule jusqu'à présent? Donc la Terre en reçoit probablement de façon assez continue, parce que si on considère l'ensemble de l'univers, il doit bien y avoir la fusion de deux étoiles à neutrons ou de deux trous noirs. Il doit y en avoir un petit peu à chaque instant, et puis il est probable aussi qu'elles aient été émises peu après le Big Bang, donc on reçoit toujours cette espèce de fond diffus, mais on ne les observe pas parce que leur amplitude est tellement petite qu'on n'est pas capable de les détecter. Donc c'est pour ça qu'on n'a mesuré qu'une seule, parce qu'on a eu la chance, bon, d'une, on en a mesuré que maintenant parce que les détecteurs ont été améliorés très récemment. Donc LIGO fonctionnait déjà il y a quelques années, a été arrêté ensuite et a été grandement amélioré. Et donc le signal qu'on a détecté maintenant n'aurait pas pu être détecté il y a quelques années juste parce que les détecteurs ont été améliorés. Et puis c'était un signal qui était assez proche, enfin, émis dans notre, on va dire, notre banlieue du cosmos. Et puis on a eu de la chance que ce soit deux trous noirs assez massifs. Et donc plus c'est massif, plus ça va émettre d'énergie, plus les ondes auront une amplitude forte et on aura de la chance de les détecter. Donc c'est pour ça qu'on ne les a jamais détectés avant et que pour l'instant on en a officiellement mesuré qu'une seule. On va passer à la partie suivante du coup. Donc sur la technologie en elle-même qui a été utilisée pour mesurer nos ondes. Enfin nos ondes, les ondes des deux trous noirs. Donc question très vaste, comment les ondes ont-elles été mesurées? Donc ce qu'on mesure c'est le changement de taille d'une distance entre deux objets. Donc 1 mètre ne fera plus exactement 1 mètre. Sauf que la taille typique de la déformation, c'est 10 puissance moins 21 fois la taille initiale de l'objet. Alors 10 puissance moins 21, ça part pas forcément beaucoup. C'est un 0, une virgule, et encore 20 zéros derrière. Et ensuite, vous avez un petit 1. Donc si vous avez un objet, si vous avez une règle d'1 mètre et que l'onde gravitationnelle passe, sa taille va changer de moins de la taille d'un atome. Donc c'est très très difficile à mesurer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer avec des techniques conventionnelles. Donc les gens ont décidé d'utiliser la lumière et la longueur d'onde de la lumière pour mesurer la déformation de l'espace-temps. Donc ce qu'ils ont fait, ils utilisent un interféromètre. Viviane, ça vaut peut-être le coup que tu aies un schéma d'interféromètre ouais, c'est bon. À un moment quelque part. D'accord. Donc, vous avez un laser qui doit être très puissant. Vous le divisez en deux et vous envoyez une partie de la lumière dans une direction, l'autre dans la direction perpendiculaire. Ensuite, vous mettez 10 miroirs au bout, ça renvoie la lumière, et au point initial, cette lumière donc, devrait se recombiner, c'est le terme scientifique. Et si les deux bras de l'interféromètre font exactement la même distance, on verra un certain signal au niveau de la recombinaison. Si maintenant les deux bras ont une taille légèrement différente, ce signal sera un peu différent. Et donc, on peut, en mesurant l'intensité de ce signal, on peut savoir si la distance des deux bras a changé au cours du temps. Et c'est comme ça que sont détectées les ondes gravitationnelles. Alors, la question suivante est intéressante parce que tu viens de dire que donc on utilise des lasers, donc on utilise la lumière pour arriver à détecter ça. Mais si la lumière est influencée par la gravité d'un trou noir, de n'importe quoi, pourquoi est-ce que les lasers qui sont utilisés ne seraient pas influencés par l'onde gravitationnelle et donc finalement que l'effet s'annulerait? Alors, la lumière est effectivement affectée par la gravité. Donc, ce qu'on utilise par exemple pour faire des lentilles gravitationnelles, mais elle est affectée seulement par des objets extrêmement massifs et qui ont une déformation de l'espace-temps qui est très importante. Or, justement, avec les ondes gravitationnelles, la déformation est très difficile et très petite, c'est pour ça qu'elle est difficile à mesurer, donc la lumière ne sera pas affectée par ça. Est-ce qu'on pourrait voir ces ondes autrement, avec des caméras, des lumières spéciales, comme on le fait quand on scanne l'espace avec de l'infrarouge ou des rayons X? Est-ce qu'on pourrait le voir autrement, ces ondes? Non, on ne peut pas, justement.
un type d'onde qui est complètement différent des ondes électromagnétiques et on ne peut pas les voir. Ok. Et donc, tu as parlé du fait que quand il y a deux interféromètres, il y a la lumière qui revient, puis ça se recombine à l'arrivée. Donc, j'imagine que c'est la raison pour laquelle le capteur est en forme de L. C'est ça. Ok. Oui. Et donc ça permet... Donc on a deux bras, mais est-ce que si on avait plus de bras, ça permettrait d'avoir accès à d'autres types de mesures, ou à avoir quelque chose de plus précis, si on rajoutait un troisième axe de mesure, entre guillemets? Alors, je suis quasi sûre que non, parce que la recombinaison de la lumière, il suffit seulement d'avoir 2 trajets. Par contre, si on veut avoir plus d'informations, on a intérêt à augmenter le nombre de détecteurs. C'est-à-dire que LIGO, c'est 2 détecteurs. Si on en avait un troisième, quatrième, on aurait beaucoup plus d'informations. Mais les 2 bras eux-mêmes, eux, sont suffisants pour avoir ce signal. Qu'est-ce qu'on aurait comme information supplémentaire en ayant plus de capteurs? On pourrait beaucoup mieux localiser le signal dans l'espace, donc dans l'univers. Le problème avec 2 capteurs, c'est que on ne peut pas savoir d'où vient le signal. LIGO détecte l'onde, quelle que soit sa direction d'origine. C'est comme vos oreilles. Vous entendez un son, vous ne pouvez pas vraiment savoir d'où il vient. Vous avez 2 oreilles, vous avez une vague idée si ça vient de la gauche ou de la droite, mais c'est tout. La LIGO, c'est le même problème. Donc si vous avez le même nombre, vous avez plus de détecteurs, vous pouvez trianguler le signal et avoir une idée de l'endroit où il vient dans le ciel. Donc vous pouvez vous dire, ok, ça vient de tel endroit du ciel dans lequel on sait par exemple qu'il y a beaucoup de galaxies, par exemple, des choses comme ça. Et puis, donc il y a ça qui est important. On peut aussi, vu que l'onde voyage à la vitesse de la lumière, on va avoir un léger décalage temporel de détection de l'onde entre les différents détecteurs. Et ça permet aussi de savoir à quelle distance, probablement, est situé l'objet qui a émis. Donc ça aussi, c'est important. Donc si on combine tout ça, ça peut être utile pour, dans le futur, probablement détecter ce qui s'appelle les contreparties électromagnétiques, c'est-à-dire que si vous avez 2 étoiles à neutrons qui entrent en coalescence, ça va émettre des ondes gravitationnelles, mais ça va aussi avoir une signature électromagnétique. Ça va émettre de la lumière qu'on peut détecter avec les télescopes traditionnels. Et le rêve, un des grands objectifs maintenant, c'est de détecter les 2 en même temps. Et donc, si avec votre détecteur d'ondes gravitationnelles ou votre réseau de détecteurs, vous pouvez savoir d'où vient le signal, vous savez où est-ce qu'il faut pointer votre télescope. Détecter une onde gravitationnelle semble aussi complexe que de détecter l'onde produite par une goutte de pluie dans une mer déchaînée au milieu d'une tempête. Comment parvenir à obtenir une telle précision en étant sous l'influence de différents astres qui nous entourent, en baignant dans les ondes sismiques, qui, même infimes, doivent probablement avoir un impact sur les miroirs et donc sur les données obtenues, etc. Bref, comment est-ce que le capteur arrive à faire la part des choses? Donc le capteur, lui, ne fait pas la part des choses. Il enregistre tout ce qui passe. Donc s'il y a un petit séisme, il le détecte. S'il y a une voiture qui passe trop près, il détecte. J'imagine que s'il y a quelqu'un qui tape sur la cavité en béton avec un marteau, il le détecte. Par exemple, le détecteur qui est à Hanford, à côté de Seattle, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment, il devait l'arrêter quelques heures par jour parce qu'il y a l'heure de pointe à Seattle et le détecteur détecte la vibration de l'heure de pointe. L'effet cumulé de toutes les voitures. Donc, le meilleur moyen, c'est de modéliser au mieux ce qu'on appelle le bruit, donc tout ce qui va empêcher l'apparition d'un signal clair. Et c'est ça le travail que les scientifiques ont fait jusqu'à présent, en fait, c'est d'avoir des modèles très précis du bruit pour que quand ils détectent pour que lorsqu'ils obtiennent le signal, ils peuvent en quelque sorte filtrer ce bruit, le soustraire et espérer ainsi n'avoir que le signal de l'onde gravitationnelle. Donc il y a aussi beaucoup de capteurs supplémentaires, donc il y a des détecteurs d'ondes sismiques, ce genre de choses, pour pouvoir supprimer un certain nombre de bruits, et puis après ils ont des modèles. Et donc la façon en fait dont on détecte les ondes gravitationnelles, c'est que par des modèles analytiques, on peut prévoir une partie de la forme de l'onde. On peut prévoir la partie de la phase spiralante. La phase de
coalescence elle-même, on ne peut pas la calculer analytiquement, mais la phase spiralante, on peut calculer analytiquement. Donc en fait, ils ont une banque de données de la forme de ces ondes, et continuellement, en fait, ils comparent leur signal à ces banques de données. Et quand ils commencent à avoir quelque chose qui ressemble, c'est là qu'ils vont aller chercher plus en détail et regarder s'il y a effectivement eu un vrai signal. Mais il y a une espèce de comparaison continue entre ce qui arrive et les banques de données. Okay. Et puis, il y a aussi, on va dire, on peut toujours détecter, vas-y, on espère toujours détecter quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'est pas dans les banques de données, un signal astrophysique auquel on n'a pas pensé. Et donc, il y a aussi un certain seuil où quand on a... Donc, il y a ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc, le bruit, c'est un certain niveau. Et si le signal détecté est supérieur à 8 fois ce niveau moyen, on se dit qu'il se passe quelque chose et on commence à regarder en détail. Donc, il y a aussi juste une détection spontanée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose et puis c'est peut-être juste le train qui passe. Donc, on vérifie ce genre de choses, mais si on s'aperçoit que c'est pas le train, c'est pas quelqu'un qui a tapé sur le détecteur, on commence à chercher ailleurs. Il y a aussi le fait qu'il y ait deux capteurs, non? Un qui soit très éloigné l'un de l'autre, je veux dire. C'est ça. C'est effectivement une clé. C'est le fait de détecter simultanément au même endroit, dans deux endroits très différents, qui laisse effectivement supposer que c'est un signal astrophysique et pas un signal local. Ok, parfait. Sais-tu quel est le montant total investi pour prouver cette existence? Donc, à ma connaissance, c'est $1 milliard. Est-ce qu'on prévoit un retour sur investissement dans ce genre de technologie-là? Et si oui, dans combien d'années? À ma connaissance, je ne vois pas de retour sur investissement. Pour l'instant, c'est une expérience purement scientifique. Donc, je ne vois pas comment on pourrait l'utiliser pour faire des armes ou produire de l'énergie ou ce genre de choses. Donc, à mon avis, c'est pour la connaissance, a priori. Après, un prix Nobel, c'est toujours bien. C'est un retour sur investissement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Ouais, ok. Alors, on va passer à la partie suivante, qui est des implications. Et donc, la première question, c'est pourquoi, c'est quoi l'impact de cette découverte? En quoi est-ce que c'est une grande découverte d'avoir découvert ça? Parce que Einstein les avait théorisés, donc on savait que ça existait. Là, on les a mesurés effectivement, donc qu'est-ce que ça change? Donc, il y a deux aspects à cette grande découverte. On va dire qu'il y a un aspect physique et un aspect astrophysique. C'est pour ça qu'en fait, le jour de l'annonce, il y a eu un certain nombre de publications qui ont été écrites, qui ont été rendues publiques. Il y a une publication de physique et les autres, c'est plutôt des publications d'astrophysique. Donc pour la physique, c'est effectivement c'est une prédiction de la théorie d'Einstein. Et bon, on peut dire il y a déjà eu plein d'autres vérifications de la relativité générale et on n'a pas encore réussi à la mettre en défaut, c'est vrai. Mais la détection gravitationnelle permet quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas pu être fait avec d'autres méthodes, et permet d'aller sonder ce qui se passe dans ce qu'on appelle le champ fort, c'est-à-dire un champ gravitationnel très élevé, donc au voisinage d'un objet très compact. Parce que jusqu'à présent, les tests de relativité générale, c'était au voisinage du Soleil, par exemple, où le champ n'est pas très fort. Donc le fait d'avoir pu explorer les régions de création de ces ondes gravitationnelles, c'est un endroit où l'espace-temps est très courbé, où le champ est très fort. Et c'est la première fois qu'on peut avoir accès à des informations sur ces régions-là. Et pour ça, c'est une première, parce qu'on savait pas on n'était pas encore sûr que la relativité générale, tiendrait dans ce qu'on appelle la limite du champ fort. Donc ça, c'est une première, et au niveau de la physique, c'est une détection qui est cruciale. Ensuite, c'est sur l'astrophysique que beaucoup de choses vont être importantes maintenant. C'est qu'on peut maintenant avoir accès à des informations sur les objets compacts, donc les naines blanches, les étoiles à neutrons et surtout les trous noirs, parce que les trous noirs, on ne les voit pas par les ondes électromagnétiques par définition. Et donc, par exemple, le premier événement qui a été détecté, on sait maintenant que c'est 2 trous noirs d'environ 30 fois la masse du Soleil. C'est quelque chose qu'aucune théorie astrophysique n'avait prédit. Et a priori, on n'avait pas imaginé un canal pour fabriquer ces trous noirs. Mmh. Donc ça, c'est déjà, au niveau astrophysique, c'est déjà très intéressant. Pour les étoiles à neutrons, donc, qui, elles,
qui sont donc qui sont issues d'étoiles de masse un peu plus faible, qui sont issues de l'explosion finale d'étoiles d'environ 8 fois la masse du Soleil. Donc les étoiles à neutrons, on peut les voir on peut voir leur émission avec des télescopes électromagnétiques, mais on n'a par exemple pas trop d'idées sur leur composition interne. C'est un mystère un peu de la physique nucléaire de savoir quelle est la taille de ces étoiles, quelle est la densité interne, on ne sait pas. Et justement, avec les ondes gravitationnelles, on espère pouvoir accéder à ces informations-là. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de l'astrophysique. Ok. Après, sur notre vie de tous les jours, a priori, rien qui me vient, mais on ne sait pas. Est-ce que les différentes théories visant à réunir physique quantique et relativité générale prédisent aussi ces ondes? À ce que je sais, mais ce n'est pas mon domaine, donc je ne suis pas sûre. Là, les théories qui visent à regrouper mécanique quantique et relativité générale prédisent justement la présence d'un graviton, qui n'est pas nécessairement nécessaire juste dans un modèle de relativité générale. C'est à peu près tout ce que je sais. Okay. De toute façon, une théorie qui regroupe la physique quantique et la relativité générale devra regrouper automatiquement la relativité générale et la mécanique quantique, donc les ondes gravitationnelles, de toute façon. Et je pense que les ondes gravitationnelles, certaines informations, justement, permettront peut-être de contraindre les paramètres de cette théorie physique qu'on n'a pas encore pour l'instant. Mais je ne travaille pas là-dessus, donc je ne peux pas en dire plus. Ok, parfait. Est-ce qu'une vague gravitationnelle peut changer la masse critique de l'effondrement d'une étoile à un temps donné? Une bonne question. J'ai envie de dire, je ne sais pas, peut-être. Non, mais c'est une question qui a du sens, parce que dans les amas globulaires, donc les amas où il y a beaucoup d'étoiles, et où justement on pense que c'est là que se sont formés les deux trous noirs qu'on a observés, parce que ce serait un des seuls moyens de former des trous noirs aussi massifs. J'imagine qu'il y a des étoiles qui devaient être juste à côté, qui ont peut-être senti quelque chose. C'est une bonne question en fait. Qu'arrive-t-il à la lumière quand une onde gravitationnelle passe? Rien. Il paraît que la découverte de ces ondes gravitationnelles créerait une nouvelle discipline, l'astronomie gravitationnelle. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà un certain nombre de phénomènes connus déjà basés là-dessus, comme les lentilles gravitationnelles? Alors c'est tout à fait vrai qu'on a ouvert une nouvelle discipline de l'astronomie. Ça c'est absolument vrai, et elle va continuer à grandir avec plus de détections avec LIGO, mais donc aussi avec l'apparition de détecteurs dans d'autres gammes de fréquences. Donc c'est absolument vrai. Alors les lentilles gravitationnelles, c'est un peu autre chose. Là, on utilise juste le fait que lorsque la lumière se propage et qu'elle est justement au voisinage d'une masse très élevée, donc typiquement un amas de galaxies, elle va être déformée comme un effet de lentille, et du coup, on va pouvoir avoir des images des objets qui sont derrière l'amas, parce qu'on va les voir à travers la lentille et on va les voir apparaître autour de l'amas, alors qu'en fait, ils sont derrière. Donc, on utilise ça pour pouvoir détecter des objets lointains. Mais c'est pas on ne voit pas d'onde gravitationnelle. C'est pas une Enfin, on utilise la déformation de l'espace-temps pour aller regarder ce qui est derrière, mais on ne la voit pas Il n'y a pas de déformation de l'espace-temps dans un effet de lentille gravitationnelle, alors que l'onde gravitationnelle, c'est vraiment une déformation courte de l'espace-temps, et c'est ça qu'on observe. Okay. Donc c'est deux choses différentes. On passe à l'avant-dernière catégorie, à savoir l'après-découverte. Alors, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on s'attend à découvrir d'autres choses maintenant qu'on sait mesurer ces ondes? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces mesures d'ondes pour découvrir d'autres choses? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais... Oui, donc comme tout à l'heure, il y a deux choses ici. Donc il y a des aspects de physique et de relativité générale, et puis il y a des aspects d'astrophysique. Donc au niveau de la relativité générale, je suis un peu moins experte, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils vont chercher, mais je sais qu'ils vont pouvoir probablement discerner, pouvoir tester des modèles alternatifs à la relativité générale, et certains pourront probablement être écartés par la forme des ondes gravitationnelles. On va pouvoir éventuellement mettre des contraintes sur certains paramètres supplémentaires pour des théories autres que la relativité générale. Donc on pourra faire ce genre de choses. Après, au niveau astrophysique, on va pouvoir pouvoir compter le nombre de détections qu'on a.
Et le nombre de détections qu'on a, donc le nombre d'événements, c'est une information importante parce qu'on ne sait pas combien de systèmes de binaires de trous noirs il y a. Parce qu'on ne peut pas les voir avec les télescopes ordinaires, on ne sait pas du tout combien il y en a. Et honnêtement, les théories sur la formation, pour l'instant, elles sont assez limitées et on ne sait pas du tout combien il y en a. Donc déjà, le nombre, en dehors de toute autre information, le nombre d'événements, ce sera important. Puis ensuite, on pourra donc accéder à la masse des objets, donc ça, c'est important. On peut aussi, dans certaines mesures, avoir une idée du taux de rotation du trou noir, ce qu'on appelle le spin. C'est plus difficile à extraire du signal, mais j'imagine que si on commence à avoir beaucoup de signaux et beaucoup d'événements, on va commencer à mieux contraindre cette information-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, parce qu'on ne sait pas vraiment le taux de rotation typique d'un trou noir. Et puis au niveau des étoiles à neutrons, on ne connaît pas du tout leur structure interne et on va pouvoir aller accéder à des informations. Donc oui, on est vraiment au tout début. L'annonce, ça a été fracassant, mais on a vraiment ouvert une nouvelle page en astrophysique. Ok. Est-ce qu'on peut suivre ces ondes et est-ce que ça pourrait nous renseigner sur la structure de l'univers? Alors pour l'instant, le seul moyen qu'on a détecté, c'est sur Terre. Donc pour les suivre, c'est difficile parce qu'on n'a qu'un seul point d'observation. Enfin, on peut avoir une idée de là où elles ont été émises et puis on les détecte. Donc je ne sais pas trop comment on pourrait les suivre. Après, dans ce qu'ils appellent les techniques de chronométrie de pulsars, qui cherchent à détecter les ondes gravitationnelles à beaucoup plus basse fréquence, en fait, on utilise des pulsars, donc des étoiles à neutrons en rotation très rapide. Donc les pulsars, en fait, émettent des signaux radio de façon très précise. Et on peut très bien les chronométrer, on sait quand est-ce qu'ils arrivent. Et donc, si vous avez un paquet de pulsars dispersés dans l'univers et que vous savez à quel moment, normalement, le bip radio est censé arriver, et qu'à un moment, vous avez une détection du pic un peu plus tôt ou un peu plus tard que prévu, vous pouvez vous douter qu'une onde gravitationnelle est passée par là. Donc, peut-être qu'avec ça, et que justement ces regroupements de pulsars, on pourra faire d'autres choses, mais je ne sais pas trop. Ok. Alors, question sur le graviton, on en a un petit peu parlé. Là, il y a une question un petit peu longue. Kip Thorne, lors de la conférence de presse, a affirmé que cette découverte donnait des informations sur le graviton, en faisant l'hypothèse qu'il existe, et notamment un encadrement de sa masse. Il a avancé le chiffre de 10 puissance moins 55 grammes. Pouvez-vous nous en dire plus? Aux dernières nouvelles, les théories et modèles de gravité quantique étaient loin d'être aboutis. Tu as à peu près résumé la situation. Okay. Non, je ne suis pas capable d'en dire plus. Il y a effectivement un moyen de mettre des contraintes sur la masse. Il va y avoir de plus en plus de choses là-dessus. Mais pour l'instant, c'est encore un tableau blanc et il y a beaucoup de gens qui espèrent que LIGO, justement, va pouvoir donner un peu des informations sur comment aller vers une théorie de la gravité quantique. Mais pour l'instant, effectivement, c'est assez rudimentaire. Ok. Donc, maintenant qu'on a réussi à vérifier toutes les prédictions d'Einstein concernant la relativité générale, on fait quoi? On l'applaudit bien fort. Voilà. Donc, pour la physique, on peut aller au-delà de ce qu'a prédit Einstein et justement aller chercher vers les théories de gravité quantique ou peut-être qu'il y a des théories alternatives à la relativité. On n'a pas encore compris, par exemple, tout ce qui est matière noire et énergie noire. Et l'énergie noire, c'était pas quelque chose que Einstein avait prédit. Donc, il y a encore toutes ces choses-là côté physique et côté astrophysique. On va dire que les ondes gravitationnelles sont juste un vecteur d'information pour nous permettre d'accéder à des informations sur les objets compacts. Donc, Einstein avait raison et maintenant, on peut utiliser sa méthodologie pour lire l'univers différemment. Oh, c'est beau. Alors, justement, à propos d'Einstein, dans la conférence de presse, on a parlé plein de fois d'Einstein, je l'ai écouté, et parce que c'est lui qui a théorisé les ondes gravitationnelles, mais on se doute bien que c'est pas lui qui va recevoir un prix Nobel, parce qu'on imagine on va supposer qu'il va y en avoir un suite à ça. Donc, qui sont ceux qui vont recevoir le prix Nobel et pour quelle contribution? C'est quoi qu'il y a eu de plus par rapport à ce que Einstein avait déjà dit? Donc, le concept
de LIGO, donc l'idée d'utiliser un interféromètre pour pouvoir pouvoir étudier la modification du trajet optique et donc avoir une idée du changement de la distance entre deux points. Ça date du début des années 90, même s'il y avait eu déjà de nombreux progrès, même depuis les années 70. Et donc, à l'origine, c'est Kip Thorne et Ronald Driver de Caltech et puis Rainer Weiss au MIT qui ont commencé à vraiment travailler ensemble sur ce projet. Donc, a priori, je dirais que s'il y a un prix, ce serait ces trois hommes-là qui ont fait quelque chose qui, à l'époque, n'était pas du tout envisageable et qui ont porté le projet, même si c'est évidemment le travail d'une collaboration. C'est 1000 personnes maintenant, mais il y a 5 ans, ce n'était pas forcément les mêmes 1000 personnes. C'est un travail colossal. A priori, c'est eux les pères de LIGO et le prix leur reviendrait. Ok. On arrive maintenant à la dernière partie. Des questions what the fuck. Oui. Donc, grâce à cette découverte, pourra-t-on créer des micro-ondes gravitationnelles pour réchauffer notre tasse de thé? Non, je crois pas. Enfin, ce qu'il faudrait, pour pouvoir les générer, il faudrait justement un champ gravitationnel très fort. Et a priori, on n'a pas les masses et les objets compacts nécessaires pour faire ça sur Terre. Mais bon, après, dans 200 ans, je sais pas. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des boucliers? Non, je crois pas. Non. Là, je vois vraiment pas. Est-ce qu'on pourrait surfer sur une vague gravitationnelle pour le voyage dans l'espace, pour raccourcir le temps de transport avec un niveau de technologie acceptable? Je crois pas. Parce que tu voyages toujours à la vitesse de la lumière. Ouais. Mais je sais pas. Et a priori, ça me paraît très... Après, dans 500 ans, j'en sais rien, mais là, comme ça, non. Ok. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour transporter des données? Pas à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas les créer. Ok. Ah bah c'était la question suivante. Est-ce qu'on peut les influencer, les manipuler ou les recréer en laboratoire? Pas pour l'instant, parce qu'il faut justement des objets très compacts, donc des masses très fortes dans des espaces très petits, et on est incapable de créer ça sur Terre. Ok. Donc tout à l'heure tu l'as dit, quand une onde gravitationnelle passe à travers nous, c'est comme si on était aplati puis étiré et ce genre de choses. Est-ce que ce serait un moyen moderne pour perdre du poids? Et est-ce que ce serait détectable par un pèse-personne classique? Alors c'est notre taille qui change, c'est pas notre poids. Pas notre masse, donc non. Eh bien, on a fait le tour de toutes les questions. Un grand merci à Astrid Lambert qui a pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et je vous dis à bientôt puisque c'est déjà la semaine prochaine que va sortir la prochaine vidéo de Syllabus qui va porter sur du sport et ça va être une expérience. Donc je vous en dis pas beaucoup plus. Je vous laisse vous abonner ou venir me suivre sur Facebook et Twitter. Bye!